Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le quatrième chapitre de Perception des personnes qui s'intitule La perception des groupes sociaux, le modèle du contenu des stéréotypes. Et je commence tout de suite. Alors contrairement aux précédentes vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà entre guillemets vous raconter tout ce que j'ai écrit, mon résumé de ce chapitre, avant de vous montrer le petit schéma que j'ai fait à la fin, récapitulatif. Ça sera plus simple que la précédente vidéo qui est un peu plus chaotique. Alors du coup, ce modèle du contenu des stéréotypes a été créé par Fiska et collaborateurs au cours de plusieurs années, donc un ensemble de travaux de 2002 à 2007 ont conduit à la création de ce modèle. Et en fait, il prend en compte la perception des groupes sociaux dans la formation d'impression. Donc le modèle est d'abord centré sur le jugement entre différents groupes sociaux, donc c'est pas individuel, c'est vraiment un groupe social qui en compare un autre. Et donc la perception des deux dimensions dépendrait des stéréotypes sur un groupe social et induirait différentes réactions émotionnelles et comportementales. Donc autrement dit, on a des stéréotypes qui viennent modifier notre perception en ce qui concerne les dimensions de chaleur et compétence, ce sont vraiment les deux termes utilisés par Fisk. Et suite à cette perception différente à cause des stéréotypes, ça va induire des émotions différentes et des comportements différents. Donc les deux dimensions du jugement permettraient aussi de rendre compte de la hiérarchie des groupes sociaux ainsi que de leurs intentions. Un groupe social avec un grand statut et de bonnes intentions est alors perçu comme compétent et chaleureux. Donc là, autrement dit, des traits d'agentisme et des traits de communauté sont donnés aux membres appartenant à ce groupe social. Donc finalement, en réduisant ce modèle de façon dichotomique, un groupe social peut être perçu de quatre façons différentes. Donc il peut être perçu comme chaleureux et compétent. Donc là, c'était avec une étude faite avec des Nord-Américains. Typiquement des groupes qui ont été recensés dans cette catégorie, il y avait les chrétiens et la classe moyenne. Froid et compétent, donc là, les juifs et les asiatiques qui ont été retrouvés dans cette étude. Chaleureux et incompétent, donc par exemple les personnes âgées et les handicapés. Froid et incompétent, il y avait l'exemple des Arabes, enfin des Turcs plus précisément il me semble, et encore des cas sociaux. Donc oui, là je précise que c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment une étude faite par Fisk et Hall. Pas que YouTube vienne me prendre pour un raciste, je vais pas bien me faire strike. Donc ces attributions dépendent du statut social du groupe dans la société. Donc autrement dit, il y a certains groupes sociaux qui sont plus prestigieux que d'autres dans la société, et ce sont ceux-ci qui obtiennent les meilleures attributions, c'est-à-dire attribution de chaleur et attribution de compétences. Lors d'une première rencontre, on peut très facilement catégoriser une personne à différents groupes. Donc par exemple, rien qu'en voyant une personne, en l'observant, on peut déjà la catégoriser dans plein de groupes. Donc par exemple, celle de son sexe, son groupe, son ethnie, si elle est handicapée, donc dans le groupe social des handicapés, et ainsi avoir des attentes différentes sur ces traits. Donc autrement dit, en fonction des groupes en fonction de quel groupe on catégorise la personne, les attentes vont être différentes à cause des stéréotypes. Donc on va pas avoir les mêmes attentes en ce qui concerne les traits d'agentisme et de communalité. Donc oui, voilà, en fonction du stéréotype associé. Alors un effet de compensation est observé, on va souvent associer moins de communauté à un groupe qui est très compétitif, et plus de communalité à un groupe qui est peu compétitif. Cependant, cet effet ne s'applique pas si un groupe compétitif nous porte intérêt. Donc encore l'effet de compensation, on le voit dans le chapitre 5. Je pense que je ferai pas de vidéo sur le chapitre 5 parce que je trouve que c'est le plus simple à réviser. Donc maintenant qu'on connaît les différences de perception et les différences de jugement en fonction des groupes, on s'intéresse maintenant aux émotions que ces perceptions suscitent. Les groupes sociaux perçus comme chaleureux et compétents induisent de l'admiration et du respect. Ceux perçus comme froids mais compétents, donc l'exemple des juifs, induisent de la jalousie ou de l'avidité. Et donc en fait, ce sont oui, les premiers discriminés si la société est en difficulté. L'histoire peut nous donner des exemples. Donc ceux perçus comme chaleureux mais incompétents induisent de la sympathie et ou de la pitié. Là c'est l'exemple des handicapés et des personnes âgées. Et ceux perçus comme froids et incompétents induisent plus du dégoût et du mépris. Donc on a Harris et Fisk en 2006. D'ailleurs je sais pas si on dit Fisk parce que ça me fait penser Fisk les impôts. Mais moi je dis Fisk.
émettent l'hypothèse que les groupes sociaux négativement stéréotypés dans les deux dimensions du jugement sont déshumanisés, autrement dit ceux qui sont incompétents et froids globalement. Enfin, qui sont stéréotypés froids et incompétents. Donc pour tester cette hypothèse, ils ont mesuré l'activité cérébrale des sujets en utilisant un IRM fonctionnel, en les exposant à des images d'individus représentant chaque case ainsi que des objets. Donc quand je dis chaque case, donc il y avait un individu qui était dans le groupe social compétent et chaleureux, un individu dans le groupe compétent mais froid, ainsi de suite. Et aussi, ils ont mesuré l'activité cérébrale avec des objets pour comparer en fait. Donc pour tous les groupes stéréotypés positivement sur au moins un des deux traits, donc autrement dit, compétent chaleureux ou juste chaleureux, le cortex préfrontal médian est activé, donc on peut abréger CPM. Il est responsable de la formation d'impressions à partir des traits du visage ainsi que des inférences dispositionnelles. Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de fautes sur mon truc, je m'en excuse. Et donc justement pour les objets, cette aire ne réagit pas. Donc c'est là qu'il faut bien différencier, comme ça c'est un peu le contrôle des objets. Mais ils ont remarqué que quand ces objets n'est pas des humains, le CPM ne s'active pas. Et donc là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que pour les groupes stéréotypés négativement pour les deux dimensions, donc froid et incompétent, le cortex préfrontal médian est significativement moins activé. À la place, c'est l'amygdale et l'insula qui sont activés. Et en fait, ces aires correspondent aux émotions induites, donc notamment le dégoût. C'est vrai que je m'excuse vraiment pour les fautes parce que c'est un peu chiant. Alors ainsi, cette étude montre bien que certains groupes sociaux ne sont pas perçus comme les autres, se rapprochant plus du traitement de l'objet, équivalent à une déshumanisation. Donc là, j'avoue, j'ai fait plein de fautes, je m'en excuse encore. Donc oui, donc effectivement, en fait, vu qu'il y a le cortex préfrontal médian qui est sous-activé pour les personnes qui sont jugées négativement, que ce soit pour la chaleur ou la compétence, qui sont stéréotypées négativement, bah finalement, elles vont presque être traitées comme des objets, ce qui explique en fait cette idée de déshumanisation à cause en fait des stéréotypes. Alors du coup maintenant, après qu'on connaisse les émotions que ces stéréotypes induisent, on va maintenant parler des comportements. Donc effectivement, on a le stéréotype qui vient modifier notre perception, qui implique des émotions différentes et qui implique des comportements différents. Alors la chaleur perçue, donc on peut être chaleureux ou froid, est responsable de la valence de comportements actifs. Donc là, comportement actif, on a par exemple l'aide et l'assistance à une personne, ou versus on peut tenter de saboter son travail. Donc ça, ce sont des comportements actifs, et on parle de facilitation active. Donc aide et assistance, c'est de la facilitation active. Et le sabotage, ou je sais pas, par exemple, peut-être pas une agression, mais on agit volontairement contre la personne, on appelle ça d'agression active. On parle d'agression active. Et donc la compétence perçue, donc compétent-incompétent, est responsable de la valence de comportement passif. Donc là c'est le contraire. Donc du coup, vous bien se souvenir, chaleur c'est actif, compétence c'est le passif. Et donc là, on avait l'exemple, j'ai mis l'exemple de la coopération versus du dénigrement et de l'ostracisme. Donc on parle de facilitation passive ou d'agression passive. En fait, j'aurais très clairement dû me relire avant de faire cette vidéo. Hop. Donc là, après, on parle un petit peu des conséquences que ça peut avoir. Hop. Il ne reste plus trop grand-chose. Donc les stéréotypes peuvent avoir un impact dans les organisations où l'on peut attendre, pour certains métiers, des traits spécifiques. Donc, par exemple, un psychologue, on ne va pas attendre de lui qu'il soit froid, on va plutôt attendre de lui une certaine chaleur. Donc une incongruence entre l'individu et le stéréotype de son métier peut poser problème. Donc, par exemple, réduire l'embauche, réduire par exemple les demandes d'augmentation, des choses comme ça. Et ce modèle peut expliquer les différences dans les stratégies de valorisation de soi. Donc en fait, la valorisation de soi, c'est comment on cherche en fait à se distinguer des autres et montrer qu'on est un peu meilleur que la moyenne.
et ben en fait ça se passerait notamment en mettant en valeur le côté inattendu, qui viendrait en fait compenser ce stéréotype. Donc typiquement, si on prend quelqu'un qui est dans un groupe social où il est, il est enfin, le stéréotype c'est qu'il soit peu chaleureux, donc qu'il soit froid, et ben sa stratégie de valorisation sociale, c'est de se montrer très chaleureux pour venir compenser euh, le stéréotype, et donc voilà, ça sera inattendu, parce que le stéréotype disait le contraire. Alors il explique aussi des différences dans les attributions causales en fonction du groupe. Donc là, par exemple, suivant qu'on est dans un groupe où on attend de la compétence ou de l'incompétence, suivant qu'il réussisse ou qu'il échoue, par exemple, n'importe quelle performance, les attributions sur le locus notamment vont être différentes, donc interne-externe. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui vient, enfin un petit tableau qui vient légèrement récapituler tout ça, plutôt simplement. Alors, pour changer un stéréotype, il faut une confrontation régulière avec quelqu'un qui appartient au groupe stéréotypé, mais qui ne suit pas les stéréotypes de son groupe. Donc là, en fait, typiquement, si on connaît un membre qui normalement est dans un groupe jugé froid et que tu le connais et qu'il est très chaleureux, ça va remettre en cause ce stéréotype et finalement, le stéréotype va changer. D'autres travaux ont étendu ce modèle dans le cadre de maladies mentales, donc encore Fisk en 2012, où en fait les individus avec une maladie mentale perçue comme froid et incompétent, donc là c'est l'exemple des maladies mentales autour de la psychopathie, donc les sociopathes, ceux qui sont, enfin les choses comme ça, enfin les troubles comme ça plutôt, sont perçus comme plus dangereux. Donc effectivement, en fait, on estime qu'ils sont incapables de se contrôler, donc ils sont perçus comme dangereux, et cela engendre de plus fortes sanctions pour les personnes atteintes de ces troubles. Typiquement, aux USA, ils ont plus de chances de finir à la chaise électrique qu'un anorexique. Alors le modèle a été finalement élargi à la perception des personnes, donc là c'est plus que intergroupe, c'est aussi une personne et une autre, avec Fisk et Russell en 2008. Le jugement d'un individu reste basé davantage sur les attentes de statut d'intention. Donc je rappelle juste en fait, la compétence, ça permet de connaître le statut. Donc typiquement, le statut, donc c'est tout simplement le prestige, donc le statut social dans cette société. Donc c'est un groupe social qui est prestigieux dans la société. Donc ça permet de connaître son statut et les intentions. Donc attention, est-ce qu'il y a de bonnes ou mauvaises intentions? Et donc oui, je me suis un peu perdu. Donc oui, le jugement d'un individu reste basé davantage sur les attentes de statut et d'intention, donc basé davantage sur les stéréotypes que sur les comportements réels. Donc autrement dit, on juge sur nos connaissances et pas sur ce qui se passe réellement. Alors juste pour finir, on a Abel Fisk et aux collaborateurs en 2020 qui a synthétisé un modèle qui regroupe les différents vus jusqu'à présent. Donc là, c'est dans le diapo du CM numéro 5, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un petit modèle qui vient récapituler avec verticalité, horizontalité, sociabilité, moralité, tout ça, bref. Vous le retrouverez facilement dans le diapo. Et donc maintenant que j'ai fini de parler, enfin de parler, non, j'ai pas encore fini de parler, mais maintenant que j'ai fini de vous parler du brouillon, on va pouvoir passer au petit schéma récapitulatif de ce modèle du contenu des stéréotypes. Hop, et le voici. Donc en fait, suivant le prestige social, en fait là j'ai un petit peu répété mes versions synthétiques, en fonction du prestige social d'un groupe social dans la société, on va lui mettre des stéréotypes sur ce groupe social. Donc ces stéréotypes, de façon dichotomique, vont se baser sur les deux dimensions du jugement moral. Enfin, les deux dimensions de l'impression globale plutôt. Donc c'est autour de la compétence et de la chaleur. Donc les stéréotypes, c'est ce groupe est compétent et chaleureux, compétent mais pas chaleureux, pas compétent mais chaleureux, et incompétent froid. Et là, je vous remonte juste les émotions suscitées par chaque stéréotype. Donc par exemple, compétent et chaleureux, ça va plus susciter de l'admiration, du respect. Au contraire, un manque de compétences et euh, de la froideur va plus engendrer comme émotion du dégoût et du mépris. Suite à ces émotions, ça va induire des nouveaux comportements. Donc comportement, donc là, facilitation active, facilitation passive, et au contraire, le dégoût et le mépris vont engendrer des comportements d'agression active et d'agression passive.
Et donc là, juste le petit résumé. Suivant le stéréotype sur les compétences, ça va venir moduler la valence du passif. Autrement dit, lorsqu'on est stéréotypé comme compétent, facilitation passive. Lorsqu'on est stéréotypé pardon, comme incompétent, agression passive. De même pour la chaleur. Lorsqu'on est stéréotypé comme chaleureux, on va avoir facilitation active. Et si on est jugé comme non chaleureux, si on est stéréotypé comme non chaleureux, on va être, il va y avoir des comportements d'agression active. Hop, excusez-moi de me téléphoner. Et ben voilà, en fait, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour l'examen qui arrive maintenant dans quelques jours. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.